Bonjour, aujourd'hui on va voir un cours sur les troubles de la conscience. Introduction et définition. Les troubles de la conscience correspondent à une altération aiguë et globale des fonctions mentales, se caractérisant essentiellement par un état confusionnel. Ils peuvent être d'une durée brève, dus à une hypoxie ou à une anoxie cérébrale, c'est le cas des syncopes et des lipothymies, ou à une décharge neuronale hypersynchrone, c'est le cas de l'épilepsie. Les troubles de la conscience peuvent être d'une durée prolongée, c'est le cas du coma. Premièrement, la syncope. C'est une perte complète de la conscience, brusque et passagère, liée à une anoxie cérébrale. Deuxièmement, la lipothymies, qui est une perte incomplète de la conscience. Il s'agit d'une simple obnubilation en rapport avec une hypoxie cérébrale. Pour évaluer les troubles de la conscience, il y a un score qu'on appelle, ou une échelle qu'on appelle l'échelle de Glasgow. Elle permet d'évaluer le niveau de conscience chez un patient inconscient. Elle est basée sur 3 paramètres qui sont l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. L'ouverture des yeux, elle est cotée en 4 points. 4, si l'ouverture des yeux, elle est spontanée. 3, si elle est faite à la demande. 2, si elle est faite à la douleur. Et 1, s'il n'y a pas d'ouverture des yeux. Pour la réponse verbale, elle est cotée de 5 à 1. Si elle est cotée à 5, si la réponse verbale est orientée. 4, si elle est confuse. 3, si ce sont des paroles inappropriées. 2, s'ils sont des sons incompréhensibles. Et 1, s'il n'y a aucune réponse verbale. Pour la réponse motrice, elle est cotée à 6 si le patient obéit aux commandes, à 5 s'il localise la douleur, à 4 s'il fait le retrait à la douleur. C'est on le stimule, il retire le membre stimulé. 3, s'il y a une flexion anormale, c'est l'état qu'on appelle un état de décortication. 2, s'il y a une extension anormale des membres, ce qu'on appelle la décérébration. C'est le tronc cérébral qui est atteint. Et 1, s'il n'y a aucune réponse motrice. On interprète le score de Glasgow en fonction du total accumulé. C'est-à-dire, nous avons la notion d'inconscience, elle correspond globalement à un total inférieur à 10. Chez quelqu'un qui est conscient, 15 sur 15, comme moi et vous, on appelle ça une conscience normale. Si le score est de 14 à 10, c'est un état de somnolence ou un coma léger. Entre 7 et 9, c'est un coma qui est lourd. Et entre 3 et 6, le patient est dans un coma profond, voire même il est en état de mort cérébrale. Malheureusement, pour certains malades qui sont inconscients et qui nécessitent une prise en charge au niveau des services de réanimation et qui sont intubés et ventilés, donc on ne peut pas faire un score de Glasgow correct parce que le patient est intubé, donc il n'y aura pas de réponse verbale. Dans ce cas, un autre score a été établi pour permettre de voir les réflexes du tronc cérébral, ce qu'on appelle le score de Liège. Le score de Liège est fait en 5 points. 5 si le réflexe fronto-orbiculaire est présent. 4 si le réflexe oculocéphalique vertical est présent. 3 si le réflexe
photomoteur est présent. 2, si le réflexe oculocéphalique horizontal est présent. 1, si le réflexe oculocardiaque est présent. Et 0, s'il n'y a aucun réflexe. L'association du score de Glasgow et de Liège permet de nous faire un total de 20 points. Donc on peut, avec le score de Liège, évaluer même l'état du tronc cérébral. La profondeur du coma est mesurée en 4 stades. Le stade 1, on appelle également le coma vigile. Le patient est capable de parler en faisant des phrases plus ou moins compréhensibles ou des grognements lors des stimulations sonores ou douloureuses. Il a des mouvements de défense adaptés contre la douleur. Retirer une main qui le pince par exemple. Le stade 2, on appelle également le coma léger. C'est une réponse inadaptée aux stimulations douloureuses. Pas de troubles neurovégétatifs. Le stade 3, ou le coma profond aréactif, ce sont des mouvements de décérébration. Le corps est en extension et en stimulation douloureuse ou absence de réponse, et une présence de troubles neurovégétatifs. Le stade 4, ou on appelle également le coma dépassé. Et il n'y aura pas de réponse aux stimulations. C'est un état de mort cérébrale. Maintenant, on va voir la prise en charge urgente initiale d'un malade confus ou comateux. Elle doit débuter d'abord par un examen clinique, où le point essentiel, d'abord, c'est l'interrogatoire de l'entourage, ou les gens qui ramènent le patient. Il faut chercher les antécédents, les traitements pris par ce patient, exemple, s'il est sous insuline, sous psychotrope, sous anticoagulant. On va voir également le contexte, par exemple, s'il a subi un traumatisme crânien, s'il a présenté des céphalées brutales, s'il a eu un usage de produits toxiques, s'il a eu une fièvre, un voyage récent ou une crise d'épilepsie. On se renseigne également sur le mode d'installation. S'agit-il d'un mode rapidement progressif ou très brutal? Y a-t-il un intervalle libre entre l'installation des signes et les troubles de la conscience? On fait également un examen général à la recherche de signes généraux, infectieux, à la recherche d'une porte d'entrée par exemple, ou métabolique. L'examen neurologique permet de voir le niveau de conscience du patient. La recherche de signes de localisation, par exemple, un déficit qui correspond à une atteinte au niveau cérébral. On peut rechercher également des signes méningés, des signes d'orientation étiologique, par exemple, des troubles oculomoteurs intrinsèques. Les examens complémentaires. Il faut rechercher d'abord une hypoglycémie à l'aide du dextro, qui est la bandelette capillaire, une numération formule sanguine, un ionogramme, les facteurs de l'hémostase, le dosage des traitements, l'alcoolémie, les hémocultures, saturation en oxygène, les gaz du sang, faire un examen cytobactériologique des urines, les recherches de produits toxiques dans les urines, radiographie du thorax et un ECG. Un scanner cérébral est demandé en urgence devant des signes de localisation, un traumatisme crânien, des céphalées brutales, une première crise d'épilepsie, une modification de l'état de conscience. Si les principales causes non neurologiques de confusion et de coma ont été exclues également. La prise en charge thérapeutique, elle doit être basée d'abord sur le contrôle des fonctions vitales. Il faut assurer la ventilation du patient. Il faut assurer le maintien d'une bonne tension artérielle. Vérification du pouls, de l'auscultation cardiaque et respiratoire et une prise de la température. Rien ne doit retarder la prise d'un abord veineux et la mise en place d'une perfusion. Faites attention,
Si vous suspectez un traumatisme crânien ou vous suspectez un œdème cérébral, les solutés glucosés sont à proscrire parce qu'ils risquent d'augmenter l'œdème cérébral. Il faut traiter les perturbations éventuelles. L'oxygène, on fait une intubation et une ventilation du patient. On peut utiliser des vasopresseurs pour maintenir la tension artérielle, un apport hydroélectrolytique correct. Il ne faut pas retarder à traiter la cause, si on arrive à la distinguer tout de suite. Si le patient est agité, un traitement sédatif par des tranquillisants, exemple les benzodiazépines, quand vous connaissez le médicament, le fameux Valium, est parfois nécessaire quand il faut réaliser un examen complémentaire. Exemple, l'imagerie, si on doit lui faire un scanner, il doit être calme. Maintenant, on va voir les causes des troubles de la conscience. Grand A, ce sont surtout les encéphalopathies métaboliques ou endocriniennes. Le contexte, les traitements associés, les examens complémentaires initiaux permettent d'identifier et puis traiter les causes suivantes, soit un état de déshydratation, une hyperhydratation intracellulaire, une hypocalémie, une hyper- ou une hypocalcémie, une hypoglycémie, qui est une urgence extrême, une décompensation acidocétosique ou hyperosmolaire du diabète, des troubles de l'équilibre acido-basique, une anémie, une hypoxie, une hypercapnie, c'est-à-dire une augmentation du taux du CO2 au niveau sanguin, une insuffisance hépatique ou rénale grave. Un astérix, on appelle également en anglais le flapping tremor, ce sont des mouvements lents, irréguliers et de grande amplitude de flexion et d'extension des poignets et des doigts, qui peut être évocateur d'une encéphalopathie hépatique, respiratoire ou rénale. Une confusion peut révéler une dystéroïdie, d'où le dosage systématique de la TSH. Deuxièmement, ce sont les confusions fébriles. Les causes sont infectieuses et autres. Elles sont évoquées devant une fièvre. Toute cause de fièvre, par exemple une infection pulmonaire, urinaire, peut être seule responsable d'une confusion, surtout chez le sujet âgé. Les examens pratiqués systématiquement sont une numération de la formule sanguine, une vitesse de sédimentation, une CRP fibrinogène et 3 hémocultures, des examens cytobactériologiques des urines et radiographie thoracique. Une méningite, une méningoencéphalite, en sachant que les signes méningés, raideur de la nuque par exemple, peuvent manquer parfois. La ponction lombaire est nécessaire en l'absence de contre-indication. La contre-indication de la ponction lombaire, c'est quoi? C'est la présence d'un œdème cérébral, car il y a un risque d'un engagement cérébral. Une confusion fébrile prolongée, résistante au traitement, fait chercher un foyer infectieux profond. C'est le cas des endocardites ou des abcès. Une confusion avec une hypothermie évoque un choc septique à bacille gram négatif. Troisièmement, les causes iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses. Tout médicament est potentiellement source de confusion. Les changements de posologie et les associations sont souvent responsables. Comment la prévenir? D'abord, il faut vérifier que l'état cognitif du patient, son entourage, permettent une prise adéquate des traitements prescrits. Sont à haut risque les traitements anticholinergiques, les benzodiazépines, les anticomitions, c'est-à-dire les antiépileptiques, les corticoïdes, la L-dopamine, les agonistes dopaminergiques, les antihistaminiques H2, la digoxine, les fluoroquinolones et le lithium. Une ataxie, une dysmétrie, un tremblement, une midriase bilatérale peuvent évoquer une cause iatrogène ou toxique. Le sévrage au barbiturique, aux benzodiazépines ou aux opiacés. Les causes générales. Un syndrome douloureux,
une rétention urinaire, un fécalant, une embolie pulmonaire, un trouble du rythme peuvent être révélés par une confusion. Donc, toute confusion rend nécessaire un examen clinique général. Confusion et démence. Le diagnostic de confusion peut être difficile chez un patient ayant une démence connue. Démence, c'est le cas la fameuse maladie d'Alzheimer. Il est nécessaire d'informer l'entourage afin que toute modification aiguë du comportement soit suspecte de confusion et fasse donc rechercher sa cause curable, infectieuse, métabolique ou iatrogène. Un épisode de confusion est parfois signe inaugural d'une démence. Une fois la cause de la confusion traitée, il est nécessaire de revoir le patient afin d'évaluer ses fonctions cognitives pour mettre en évidence un possible syndrome démentiel débutant. Les confusions et les céphalées brutales. Le cas typique, ce sont les hémorragies méningées. Donc, il y a une obligation de pratiquer un scanner cérébral, une ponction lombaire si le scanner est normal. Les thrombophlébite cérébrales, une thrombose des sinus veineux cérébraux. Le contexte peut être évocateur, c'est le cas des femmes enceintes ou certains troubles de la coagulation. Une carence en vitamine B1 et PP, elles doivent être évoquées de principe. La prévention doit se faire par un apport systématique en vitamine B1 et B6, 1 g par jour, et en B3, 500 mg par jour chez tout patient dénutri en cas d'éthylisme chronique. Toxique. L'alcool, l'état d'ivresse. Attention, ne pas attribuer facilement la confusion à l'ivresse. D'autres causes intriquées, traumatiques, hypoglycémie, peuvent être responsables. C'est le cas des alcooliques, donc il ne faut pas hésiter à demander un scanner cérébral et ne pas mettre les troubles de la conscience chez l'alcoolique sur le compte de l'état d'ivresse seulement. Le sévrage alcoolique. Il faut faire le diagnostic au stade de prédélirium, c'est-à-dire l'état de sueur, d'anxiété et de tremblement, sans attendre le délirium tremens, qui est une confusion avec un délire onirique, c'est-à-dire des hallucinations, un état d'agitation, des troubles de la marche, de la parole, des signes généraux avec fièvre, déshydratation et risque de collapsus. Tous ces signes, ce sont des signes de sévrage lorsqu'un alcoolique chronique arrête de prendre de l'alcool. Les toxicomanies, les opiacés, on peut avoir des pupilles en myosis ou certaines intoxications au monoxyde de carbone. Les confusions post-critiques de l'épilepsie. Les signes évocateurs, il faut avoir une anamnèse, la morsure latérale de la langue, les douleurs musculaires diffuses, certains pétichis du cou et le haut du tronc. Parfois, une luxation postérieure de l'épaule. Les crises d'épilepsie partielle complexe nécessitent un électroencéphalogramme pour une confirmation du diagnostic. L'état de mal épileptique non convulsivant, on peut avoir des clonies des doigts, des globes oculaires, un mâchonnement. L'EEG est déterminant. Attention, si le coma ou la confusion post-critique dure, il faut envisager une autre cause et ne pas hésiter à pratiquer un scanner, recherchant soit la lésion cérébrale elle-même, cause de la crise, soit un traumatisme secondaire, émettant une contusion à la chute par crise violente. Confusion de causes psychiatriques. Elle n'est à envisager qu'après avoir éliminé les étiologies organiques. Ne pas oublier les causes organiques, en particulier iatrogènes, chez un patient aux antécédents psychiatriques. Cérébral. Troisièmement,
L'épilepsie, qui est une crise cérébrale en rapport avec une décharge paroxystique hypersynchrone d'une population neuronale. Elle peut revêtir deux tableaux cliniques distincts. Premièrement, la crise de grand mal. Elle survient à tout âge. C'est une perte de connaissance brutale évoluant en 4 phases. La phase tonique, marquée par une hypertonie généralisée, avec une apnée, cyanose et morsure de la langue. Sa durée est de 10 à 20 secondes. La deuxième phase, c'est la phase clonique. Elle est faite de secousses musculaires violentes et synchrones, accompagnées d'un relâchement sphinctérien et une perte des urines. Sa durée est de 30 secondes. La troisième phase, c'est la phase stertoreuse, pendant laquelle le patient présente une respiration ample et bruyante, dite stertoreuse. Sa durée est de 30 secondes jusqu'à 2 minutes. Et quatrièmement, la phase résolutive. C'est le retour progressif de la conscience. Cette phase est suivie d'un repos réparateur. Elle dure environ une dizaine de minutes. Après la crise, le patient présente un signe important qui est l'amnésie post-critique, c'est-à-dire le patient ne se souvient pas de sa crise. Le deuxième type de crise, c'est la crise de petit mal ou absence. Elle ne se voit que chez l'enfant. Elle réalise une suspension brève de la conscience d'une durée de 5 à 10 secondes. Elle est d'apparition soudaine et inopinée, sans prodrome, et elle ne s'accompagne d'aucun signe clinique. Elle est suivie d'une reprise immédiate de l'activité.